suis ingénieur d'exploitation depuis cette année, depuis le début de saison. Le rôle d'ingénieur d'exploitation, du coup, c'est quelque chose que je fais depuis maintenant 3 ans. Par rapport du GT3 ou du GT4, le GT4 c'est beaucoup de mise en place de structures, etc. C'est accompagner les pilotes, faire beaucoup de la psychologie. Ok. Et après c'est un réglage de voiture qui est voilà, aux petits oignons pour les pilotes en fonction, parce qu'il y a beaucoup de différences. Et voilà, c'est beaucoup de la psychologie et du compromis, quoi. Du coup, tu as été en GT3, je suppose. Non, j'ai fait du LMP1. Tu as fait du LMP1, donc c'est Ouais, pas rien quand même. c'est pas mal. T'étais chez qui? Chez SMP Racing en 2018 et 2017-2018 sur la super saison en fait. Et c'était un programme P1 où on se battait avec Toyota en fait. Tu as fait quoi comme étude justement pour arriver à ingénieur d'exploitation? Et ben, j'ai fait un double diplôme. J'ai fait d'abord l'ESTACA en France qui est basé à Paris. Et après j'ai fait un double cursus à Cranfield en Angleterre. Et du coup voilà, ça m'a fait un double diplôme de 5 ans d'études. Et entre-temps, du coup, mon année de césure chez SMP Racing. Les viewers l'ont pas vu, mais hier, tu avais un pantalon ART Grand Prix. Voilà. Tu as fait un stage, comment ça s'est passé chez J'ai fait 1 an et demi, en fait, c'était le programme en endurance, où en fait, ART faisait le support de SMP Racing. Et en fait, j'avais une double étiquette. J'avais l'étiquette d'ingénieur performance en fait, à l'atelier, où on va étudier le setup à partir d'outils de simulation, outils numériques. Et après, vraiment en piste, où c'est de la data, de la télémétrie, et tout un tas de paramètres de fiabilité à checker. On a plus de 200 capteurs en P1 Ok, à checker. quand même. Et là en GT4, il y a combien de capteurs à peu près à checker? Une quarantaine. C'est déjà beaucoup moins, mais voilà. ça reste quand même assez conséquent. Ouais. La journée type, on va dire, sur un week-end de course pour un ingénieur d'exploitation, c'est quoi? Pour un ingénieur, on commence toujours par les pneus, parce qu'on fait toujours nos pressions à froid le matin, au plus froid, et après on va revenir recaler en fonction de la température de la piste. Après, on va regarder du coup souvent les acquisitions avec les pilotes de la veille. Quand ils sont à tête reposée, on va bosser, on va faire une comparaison vidéo, comparaison des acquis, des points GPS. Et après, c'est là où on va venir choisir un choix de setup s'il faut changer pour s'adapter au ressenti pilote. Et après, du coup, je prépare mon briefing. Et après, du coup, présentation du briefing avant la session, c'est très important pour les pilotes parce que ça leur permet vraiment de se cadrer psychologiquement. On va parler des track limits, on va parler des réglages électroniques, on va parler de la condition de la piste. Voilà, c'est beaucoup de préparation pour que les pilotes aient le plus d'informations possible avant de commencer une séance. Ok, pour éviter d'aller dans l'inconnu, etc. Exactement, il faut les rassurer. Un pilote, mine de rien, c'est beaucoup de mental. C'est pour ça qu'il faut toujours être précis, être droit dans les informations qu'on donne et les rassurer et leur dire que vraiment, voilà, on pousse pour que tout le monde soit en pôle, quoi. En GT4, en plus, vous avez fait la pole en voilà. pour la course 1, c'est ça? Non, la course 2? Pour les deux. Pour les deux, la pole. En pôle. Ça, on adore. En essai libre, ça c'est une question, je pense que beaucoup se posent. Ouais. En essai libre, c'est quoi le programme de travail d'une équipe type, on va dire, sans forcément rentrer trop dans les détails évidemment, mais c'est quoi les premières choses qu'on va faire sur le travail pour le pilote à la fois et aussi pour l'ingénieur d'exploitation? Alors en essai libre, en GT4, on a un règlement particulier qui est qu'on ne peut pas utiliser de pneus neufs en essai libre. C'est-à-dire que c'est des pneus qui ont souvent roulé 40-60 km. On va adapter notre plan de roulage par rapport à ces pneus-là. En général, en essai libre, on ne fait jamais des relais de course, on va plutôt bosser de la qualif parce que c'est le plus dur pour les amateurs, etc. Et en plus, c'est là où tu cherches la perfo de la voiture. Donc en fait, c'est des runs qui sont assez courts. On va venir bosser un setup, on va venir changer un petit réglage. Et on va venir aussi prendre les acquisitions en temps réel. On va regarder du coup le driving du pilote. Et voilà, en général, on avance de cette manière-là. Voilà. Et du coup, comment vous préparez la course à ce moment-là? Et ben après, la course, elle se fait vis-à-vis de la dégradation du pneu. En essai libre, on va rouler, on va avoir des pneus qui vont arriver à 150 km. Et après, on fait un point vraiment sur la balance de la voiture, voilà, avec des pneus qui sont en mi-course, fin de course. Quelle est la balance? Est-ce que le pilote se sent à l'aise? Est-ce qu'il est en confiance avec l'auto? Et une fois que tous ces paramètres-là sont réunis, on a validé un setup course. Et après, le setup qualif, on sait à peu près ce qui a été mis au début de séance où les pneus étaient frais. Je suppose que tu as les pilotes en direct dans la radio. Oui. Comment ça se passe? La différence peut-être entre un pilote pro et un pilote plutôt amateur. Ouais. La gestion de ça, est-ce que tu leur parles même quand ils sont par exemple dans un virage? On sait que par exemple en F1 on évite sur des enchaînements de virages un peu compliqués de parler aux pilotes et on préfère les lignes droites. Est-ce qu'en GT4 c'est un peu la même chose ou comme si ça va quand même un petit peu moins vite, on peut quand même se parler un peu plus régulièrement? Alors ça dépend des pilotes vraiment, même entre amateurs il y en a qui préfèrent être vraiment seuls au monde et il y en a d'autres qui préfèrent être parlés tous les secteurs. D'accord. Et oui, comme en F1 on évite de parler dans les virages évidemment parce que pour eux c'est très difficile de se concentrer, de gérer la
l'aspect ressenti, le gaz, les freins. Et du coup, on va essentiellement parler en ligne droite et on essaye de parler 1 à 2 fois par tour pour se donner des infos concises, précises. Alors, on essaye de travailler dans ce sens-là. Ouais. Alors en GT4, il y a moins de personnel qu'en Formule 1, encore une fois. Je prends toujours la Formule 1 parce que c'est le sport que tout le monde regarde. Il y a 2 mécaniciens qui peuvent toucher la voiture lors d'un arrêt au stand ou lorsqu'on est en séance. Et toi, tu fais l'homme à la sucette, tu donnes les infos, combien de temps il reste, etc. Ouais. C'est un job en plus qui donne forcément un petit peu plus de pression. Et ensuite, tu retournes au box, comment ça se passe? Oui, alors moi personnellement, j'ai aucune pression vis-à-vis de ça. Moi, au contraire, j'adore. Ouais, la pression. Voilà, exactement. Ouais, j'essaie toujours de rester calme dans toutes les situations, c'est ultra important. Et du coup, donc le rôle du brassard blanc, effectivement, qui tient la sucette, c'est lui qui va venir lancer la voiture dans les pit stops. Donc c'est crucial dans un sens où évidemment, on n'a pas envie de rentrer dans quelqu'un d'autre. Mais d'un autre côté, on ne peut pas non plus prendre un compromis de trop attendre, parce qu'on a perdu un temps fou au pit stop. Et il faut savoir qu'on a un système qui est précis à 3/10 près pour le temps de pit stop dans cette voiture-là. Pour te donner un exemple, entre 20 voitures, 1 seconde, et des fois c'est ce qui permet de te passer une voiture et de te retrouver devant, d'avoir de l'air frais et du coup de faire ta course. Donc c'est vraiment crucial, on est à 3/10 près au pit stop. Et du coup, voilà, en tant que la sucette, c'est vraiment toi qui vas juger en fait le danger. Et après, voilà, on a encore une fois les radios, donc on va prévenir au pilote, attention, il y a une voiture qui va être un peu limite. Donc dans ce cas-là, on le prévient, il va ralentir, il va s'insérer juste derrière. Mais l'idée, c'est de perdre vraiment le moins de temps possible. Parce que les pit stops, c'est ce qui peut te faire gagner vraiment une course. L'émotion, le sentiment que tu as quand une voiture du full motorsport passe la ligne en premier sur une course. Ah ça fait du bien, c'est-à-dire qu'on a fait du bon boulot. Mais non, c'est toujours un plaisir. Après, dans ma personnalité, moi je suis quelqu'un qui est jamais satisfait. Voilà, c'est toujours mettre en place d'autres processus, des choses qui ne sont pas allées, etc. Et toujours la recherche de la perfo en fait. C'est important dans une équipe d'avoir plusieurs personnes qui sont jamais satisfaites, parce que c'est comme ça que tu avances. Voilà, même quand on gagne, on est content, il y a la victoire. Mais voilà, il y a toujours on est toujours à 90% satisfait, quoi. 90 seulement, c'est pas beaucoup. Ouais, c'est pas beaucoup, hein. Parce qu'il y a tellement d'améliorations à faire. Donc voilà. Quand il y a quelque chose qui se passe pas bien en piste, un crash, une sortie de piste, ou même quand la voiture performe pas, il y a de la frustration qui peut vite arriver. Comment tu arrives à la gérer? Beaucoup d'émotions négatives parce que du coup tu as plus de l'empathie pour le pilote en fait. C'est dur pour un pilote de se dire qu'il est limité par la voiture en fait. Nous on n'a pas envie de ça, on préfère un pilote qui soit limité par lui-même en fait. Du coup là c'est beaucoup de frustration à gérer, c'est aussi le pilote qui s'énerve, qui est impatient parce que mine de rien on a que 2 heures d'essai libre. Ça fait pas beaucoup de temps de roulage quand il y a 2 pilotes, donc du coup là faut être très réactif, faut vraiment être rapide et essayer de tout comprendre le plus vite possible quoi. Et faire parfois des choix drastiques pour vraiment comprendre en fait. Un pilote un peu énervé, est-ce que c'est dangereux ou est-ce qu'au contraire ça contribue à la performance? Ou les deux? Non, en général un énervé ça contribue jamais à la performance. Et c'est là où aussi la radio est cruciale, c'est que des fois l'énervement faut le laisser parce qu'il faut comprendre le sentiment du pilote. Mais des fois, il faut vraiment le rembarrer, il faut lui dire « maintenant, tu arrêtes de râler et tu te concentres ». Moi, c'est quelque chose sur le plan personnel que j'ai beaucoup travaillé cette année avec les pilotes. Et, ils savent que quand moi je m'énerve, c'est que vraiment il faut qu'ils se reconcentrent parce que voilà, c'est encore une fois le mental. Il faut être capable de se reconcentrer et que si ça s'est mal passé au tour d'avant, il faut réinitialiser le cerveau et se dire « allez, ce tour-là, une anecdote que tu as à raconter, peut-être en LMP1 ou quelque chose comme ça, ou un pilote qui t'a marqué plus qu'un autre? Alors j'ai une très bonne anecdote pour toi. Parfait. C'est cadeau. Allez. En LMP1, on a des systèmes de boissons évidemment parce que 2 heures de relais c'est super long. Et du coup on avait Vitaly Petrov dans la voiture. Et en fait sa durite de gourde en fait s'est barrée en fait en plein milieu du relais. Et en fait, donc il a vu à droite quand il appuyait sur le bouton drink que en fait ça sautait de la gourde. Donc il a commencé à regarder une première fois, etc. Et à un moment donné, il est dans un léger virage et il rappuie sur le drink. Sauf qu'avec l'effet de la gravité, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est tout pris sur la gueule. Voilà. Et donc tu vois littéralement un pilote qui regarde comme ça en ligne droite et il appuie, il limite à faire joujou. Et sauf qu'au virage d'après où il appuie, il se prend tout dans la gueule. Et du coup, la voiture est cassée ou Non, nickel. Par contre, il a dit après la radio, ouais, je crois que le drink ça marche pas très bien. C'était sur quel circuit ça? Au Mans. Au Mans. C'était très drôle. Le plus dur peut-être aux 24 heures du Mans? Le plus dur c'est quand le soleil se lève le matin, 5-6 heures. Parce que là t'es à bout, tu vois le soleil se lever mais en fait t'as une fatigue accumulée. En fait mentalement c'est très dur de se dire que t'as passé la nuit à pas dormir et que du coup ton corps est pas habitué à se lever du jour, paf, t'es debout. Alors que j'ai expérimenté aussi une course de 30 heures, j'en ai pas parlé en Lamera Cup, À Gérèse? Ouais, à Gérèse. Et j'ai dormi 1 heure. En 30 heures? Ouais, et en fait j'ai dormi exactement de 5h30 à 6h30. C'est-à-dire que tu t'endors alors qu'il y a toujours la nuit noire, et en fait tu te réveilles, il y a le lever du jour. Et en fait, toi mentalement, tu te dis, mais en fait c'est bon, j'ai fait une nuit quoi.
Et j'étais super frais, en dormant 1 heure. Et j'ai tenu 30 heures, nickel. Voilà. C'est beau ça. Voilà. Non, c'est le mental, c'est encore une fois, c'est un truc de fou, quoi. La vie d'ingénieur d'exploitation ou même d'une personne qui fait partie d'une équipe de sport auto, à quel point elle est difficile au quotidien parce que du coup les week-ends t'es en course, ouais. Rarement à la maison ouais. Et je suppose que aussi en semaine t'es à l'atelier et tu travailles. Ouais, alors moi j'ai la caractéristique de ne pas être à l'atelier, parce que je suis ce qu'on appelle freelance. Okay. C'est-à-dire que je ne suis pas embauché par l'équipe et c'est pour ça que je n'en ai pas parlé non plus, mais par exemple je fais 4 autres championnats. D'accord. À côté, je fais de la Porsche Cup, très bien. Je fais de la Formule 3 régionale et du LMP3 aussi. Ah oui, t'as un programme chargé. Voilà, t'es un peu comme les pilotes qui ont un peu d'argent et qui disent 27 je vais courses. faire 15 programmes. 27 courses. 27 courses Plus que la F1. D'accord. Voilà. Donc en fait, dis-toi que là par exemple, la semaine dernière j'étais à Monza. La semaine prochaine, on part à Barcelone avec le GT4, mais la semaine d'après, je suis encore à Manicourt, et ainsi de suite. Et en fait, mon calendrier est chargé tout le temps. Et donc, du coup, pour avoir une vie, alors, peut-être pas marié. Non, paxé, déjà. Paxé, pour avoir une vie, on va dire, de couple, ou en tout cas une vie familiale, à quel point ça peut être difficile? Est-ce que tes proches comprennent ça? Comment ça se passe? Alors, je sais que ma copine le comprend, parce qu'elle aussi, elle est dans le libéral. Et elle connaît le milieu du sport auto, j'essaie de l'inviter assez régulièrement, etc. Et voilà, elle sait que c'est un métier de passion et en fait, quand tu es heureux et que tu t'es passionné dans ce que tu fais, en fait, ça sert à rien de lutter, quoi. Et voilà, c'est quelque chose moi qui me tient à cœur et je sais que je pourrais pas vivre sans ça, quoi. Ton pilote préféré en Formule 1? Aïe aïe aïe. Pour l'avoir rencontré et discuté avec George Russell. George Russell? Ouais. On sent la proximité qu'il peut y avoir entre... La carte. Ouais, justement entre l'esprit qui est fait très cartésien quelque part, que tu as et que George Russell a forcément. Ouais. Après j'aime beaucoup aussi Kimi Räikkönen parce que lui c'est... C'est pour la boisson, c'est ça? Voilà, la boisson et puis le mec est tellement dans un autre monde que pour moi c'est le plus représentatif d'un pilote au feeling. Tu vois. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Est-ce que tu as envie de continuer dans le GT4? Est-ce que tu as envie de retourner pourquoi pas au Mans avec l'hypercar ou peut-être d'arriver un jour pourquoi pas en F1? Bah écoute, je ne sais pas. Tu ne sais pas. Après je t'avoue que l'ambition à terme c'est, moi à titre personnel, c'est de développer un team. Donc là Full Motorsport a commencé il y a 3 ans GT4. Là maintenant on a 3 voitures en France, on avait 2 voitures en Europe cette année, on gagne le titre de champion d'Europe. On espère gagner le titre de champion de France. Applaudissements donc pour Christophe Amon et Pascal Hutto qui sont les nouveaux champions de cette catégorie. Mais l'idée c'est de mener ce team en GT3 et l'ambition est clairement de faire des 24 heures de Spa, pourquoi pas aller au Mans quand les GT3 arriveront aussi. Donc voilà, en tant qu'ingénieur, le point de vue c'est toujours de rester dans un team, une stabilité c'est important parce que c'est comme ça aussi que tu développes un team et que tu le façonnes aussi à ta manière pour que ça fonctionne. Pour terminer, un conseil que tu donnerais à des jeunes qui sont peut-être encore au collège ou au lycée pour peut-être intégrer le monde du sport auto d'une manière ou d'une autre, que ce soit par l'ingénierie ou par d'autres chemins? Et le meilleur conseil franchement c'est de commencer par la base parce que j'ai commencé j'avais 19 ans en tant que mécano bénévole et je nettoyais les jantes. D'accord. C'est par ça que tu as commencé et aujourd'hui ingénieur d'exploitation. Ouais, parce que en fait tu peux pas être un bon ingénieur si tu n'as pas l'aspect pratique des choses. L'école m'a appris une chose, mais mon année de césure par exemple chez SMP m'a appris 100 fois plus. Parce que tu as les choses pratiques, parce que tu es avec des mécanos, tu démontes des systèmes qui sont complexes, tu démontes des boîtes, des différentiels. Et en fait tu apprends de visu, par le toucher, par le visuel, comment ça fonctionne. Et si j'avais pas eu ça, j'aurais jamais pu être un ingénieur d'exploitation. Jamais. Super. Merci beaucoup Nicolas. Le meilleur Plaisir. pour la suite. Merci.